2018. Je sais pas encore qu'un virus va nous bloquer chez nous dans 2 ans, Playboy Carty a sorti Daylite, et Netflix ne coûte pas encore un bras, donc je me pose assez souvent devant. Et je clique juste sur la catégorie animé du catalogue. Et là, je vois une affiche avec un démon. Donc, je clique. Je sais rien de cet animé à part son nom, Devilman Crybaby. Au moment des crédits, je cherche le nom du réalisateur. Et le voilà. Masaki Yuasa. Réalisateur et animateur. C'est lui qui vient de me donner la claque de l'année. C'est différent et je sais que beaucoup n'aiment pas ce style d'animation parce qu'il n'est pas habituel. Mais si tu le veux bien, on va parler d'une personne qui en réalité est une légende du milieu. L'artiste maudit Masaki Yuasa. Masaki, dès l'enfance, aime dessiner, parce qu'il se rend compte que ça attire l'attention de ses camarades. Il s'intéresse aussi à l'animation, mais c'est pas encore sa passion. Petit, il apprécie les choses simples. Comme il le dit lui-même, « Je ne pense pas que j'avais des rêves en tant qu'enfant. Je voulais juste vivre une vie lente et paisible, manger de la bonne nourriture et posséder une librairie pour lire des mangas toute la journée. » Mais 2 événements vont tout changer. En 1977, le film Spaceship Yamato sort en salle au Japon et il crée dans tout le Japon un raz-de-marée. Surtout pour le public japonais qui commençait à voir l'animation comme un art de seconde zone. Et ça continuera en 1979 grâce à un homme qui est la référence de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, qui sort le film Le Château de Cagliostro. À ce moment-là, le petit USA se dit qu'il veut être réalisateur et travailler dans le milieu de l'animation. Après le lycée et des années à dessiner, il décide de s'inscrire à l'université industrielle de Kyushu pour étudier le cinéma et l'animation. Durant ces années à l'université, il étudie les films de l'âge d'or de Disney, les films d'Hayao Miyazaki et les travaux de l'animateur français Paul Grimaud. Diplôme en poche, c'est en 1987 qu'il rejoint le studio Ajiado, un petit studio qui fait des intervalles pour des animés. Alors au lieu de vous laisser dans le flou sur ce que c'est l'intervalle, petit moment culture. Dans le milieu de l'animation, il y a 2 types d'animateurs. Les animateurs clés, qui s'occupent de dessiner les poses clés dans l'animation, et les intervallistes, qui réalisent toutes les poses entre 2 mouvements clés, et qui accessoirement sont les plus importants, sinon il n'y aura juste pas de mouvement. Et le studio Ajiado fait des intervalles pour des grosses licences, et même l'une des plus grosses licences au Japon, Doraemon, une icône pour les enfants japonais. Masaki travaille en tant qu'intervalliste et on commence à le remarquer dans le studio. On sent qu'il a un talent et en tant qu'intervalliste, il est vraiment bon. Donc en 1990, soit en seulement 3 ans, il devient animateur clé et 2 ans plus tard, il passe d'animateur clé à producteur. Mais en 1994, il décide de quitter le studio Ajiado pour devenir freelance et se concentrer sur ses projets. Et ses débuts en tant que réalisateur se font en 1999, où il réalise 2 courts-métrages. Slime Adventure Yeah the Sea, une histoire basée sur la licence Dragon Quest, qui a des chara-design à la Doraemon très ronds et chibi, mais c'est clairement pas ce qu'il a fait de mieux. Et Nanchat Vampire Kids, l'histoire d'un petit garçon qui tombe sur le manoir d'une famille de vampires et qui fait ami-ami avec la fille de la famille, pendant que son père essaye de le manger. Là, on est sur un meilleur projet. On voit qu'il aime faire des beaux plans et s'amuser avec la caméra. Seul bémol, il aurait pu cacher le sgeg du protagoniste. Après ça, il travaille sur quelques projets, et en 2001, il écrit le scénario de Cat Soup, un film qu'il produira, mais qu'il ne réalisera pas. Il confie ça à son co-auteur, Tatsuo Sato. Et bien que Cat Soup soit un succès critique, gagnant même le prix d'excellence au Japan Media Art Festival, c'est pas avec ce projet que Yuasa aura son grand break. Mais récemment, il a une envie, celle d'adapter un manga sorti en 1995, écrit par Nishi Robin sur un mangaka qui n'arrive pas à se lancer sur son premier manga. Et en lisant ça, Yuasa se ressent dans le personnage, et c'est décidé, il veut adapter le manga en film. Dans les années 2000, Eko Tanaka, fondateur du studio 4 degrés, travaille sur l'adaptation d'un manga, Mind Game. Il cherche un réalisateur qui serait intéressé par le projet, et ça tombe bien, Yuasa lui aussi veut adapter Mind Game. Et bien que ça soit son premier long métrage, le studio lui fait confiance et lui confie le projet. Et c'est en 2004 que sort Mind Game.
Le personnage principal, Nishi, est un mangaka qui ne s'est jamais vraiment lancé, qui a l'impression de laisser passer toutes les occasions que la vie lui propose, il n'arrive pas à trouver d'inspiration, et la seule fille qu'il aime, Mion, a un copain. Tout ça parce qu'il a jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. Et lui se retrouve à faire des petits boulots au lieu d'essayer de vivre de son rêve. Nishi stagne, mais c'est un soir dans un bar tenu par la sœur de Mion qu'il meurt. Mais après son arrivée au paradis, il va saisir sa dernière chance de revenir sur Terre et faire quelque chose de sa vie. Et ce soir-là, il tue un Yakuza. Et bon, maintenant, il doit s'enfuir, et il embarque les deux sœurs. Il n'est plus le même, il est enthousiaste malgré la pression, et à nouveau plein de vie. Mais maintenant, il doit échapper à la police et aux Yakuza. Ce qui va finalement se révéler être assez simple, parce qu'une baleine géante va les avaler. Ce film est incroyable. Alors, on sent qu'on est sur ses premiers travaux niveau animation, parce que son style n'est pas à 100% peaufiné. Mais son style de trait simple est beau, et le mélange de vrais visages d'acteurs qui vient se mêler à l'animation classique peut paraître bizarre les premières minutes, mais on s'y fait très vite. Et ça donne un certain style au film plus que ça ne le dégrade. Même si je comprends que ça peut être perturbant. Pour moi, ce film a une excellente animation. Il n'est juste pas dans les clichés de ce qu'on pourrait appeler une bonne animation, si on regarde ce que les fans d'animé considèrent comme de la bonne animation. Mais son trait simple permet de donner plus d'émotion au visage des personnages. Quand un visage est trop complexe, les expressions sont souvent plus subtiles. Là aussi le trait est plus simple, tout est plus lisible. Yuasa ici propose des scènes belles, vibrantes, avec de la bonne musique et une mise en scène qui est juste magnifique, même pour des moments intimes. Ce film questionne la peur qu'ont les personnes créatives d'entreprendre et de créer, et célèbre aussi la beauté de la vie. Ce que j'aime chez Yuasa, c'est qu'il utilise le son naturel pour parler de thèmes humains. Alors, est-ce que le film est un succès commercial? Non. Et bien que ceux qui aient vu le film l'aiment, au cinéma, le succès d'estime, on s'en fout un peu. Les producteurs, eux, ils veulent revoir leur argent avec des gains en plus. Et après Mind Game, Yuasa va galérer à trouver des producteurs pour ses futurs projets. Après l'échec commercial de Mind Game, un seul homme lui offrirait une nouvelle chance. Masao Murayama, qui ça tombe bien est le cofondateur d'un studio que vous devriez connaître, le studio Madhouse, qui à cette époque-là vient de sortir Monster. Il lui offre une chance, celle de faire une série pour le studio. Et Masao va vraiment se battre pour permettre de donner sa chance à Yuasa. Il fait jouer son influence et prend des risques pour lui offrir une vraie liberté créative. Et le projet de Yuasa est assez spécial, une série originale qui mélange romance et horreur, Kemonozume. Yuasa réalise et écrit toute la série, ce qui lui offre une chance de se faire sa place dans les grands noms de réalisateurs. Alors, Kemonozume nous plonge dans un monde où des monstres vivent parmi nous et mangent des humains. Et le truc avec ces monstres, c'est qu'ils ont tout d'un humain lambda. Pour combattre ces créatures lors de leur apparition, il y a des équipes entraînées et spécialisées. Et notre personnage principal fait partie d'un clan qui est entraîné à tuer ces monstres. Mais problème, il a un traumatisme, qui fait que souvent quand il est en face des monstres, il se chie dessus, littéralement. Et un jour, il rencontre une femme qu'il aime bien et décide de la présenter au clan. Et pendant le dîner, on va découvrir que cette fille est aussi un monstre. Et pendant tout l'animé, on va les suivre pendant qu'ils tentent d'échapper aux membres du clan, mais aussi découvrir comment se passe la relation amoureuse de nos deux personnages, dans tous les aspects. Les moments de calme, les disputes, les problèmes intimes dus au fait qu'elle soit un monstre, avec plein de révélations au cours de l'animé qui vous donneront forcément envie de lancer l'épisode suivant. Et après la sortie de Kemonozume en 2006, c'est un succès, ce qui prouvera que Masao avait raison de laisser à Yuasa le contrôle du projet. Et de là, il va travailler pour Madhouse pendant un moment. Mais en 2007, il fait un dernier détour au studio 4ème degré pour réaliser un court-métrage qui fera partie d'un film, Genius Party. C'est 7 courts-métrages de 7 réalisateurs différents, compilés pour faire un film. Et Yuasa, lui, réalise un film du nom de Happy Machine. Happy Machine est le film le plus dur à comprendre, et c'est celui que j'aime le moins de Yuasa. On sent qu'il veut nous dire un truc, même sans dialogue, peut-être un commentaire sur le cycle de la vie, ou autre. Donc je vous laisse me donner vos interprétations de ce film de 15 minutes. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il réutilise le mix d'acteurs et de personnages d'animation. Mais après ce film, il dit au revoir au studio 4 degrés pour rejoindre Madhouse pour ses futurs projets. Et ça tombe bien, en 2008, il est déjà prêt à sortir une nouvelle série, du nom de Keiba, qu'il écrit et réalise lui-même encore une fois. Il s'entoure de la même équipe avec laquelle il a réalisé Kemonozume, et surtout de son bras droit, Eun Choi, qui est aussi réalisatrice sur Keiba, et qui s'occupe des storyboards et d'écrire avec Yuasa. Alors de cet animé, il est possible de faire beaucoup de choses. Effacer sa mémoire, mettre son esprit dans un autre corps, ou se vider de tous les mauvais souvenirs et ne garder que les bons. On retrouve Kaiba qui lui a perdu tous ses souvenirs. Il ne sait pas où il est, ni qui il est. Tout ce qu'il a sur lui, c'est un pendentif avec la photo d'une fille, donc il se dit qu'elle doit avoir des réponses sur qui il est. Donc il veut la retrouver pour qu'elle lui donne ses réponses. C'est là qu'on va suivre l'épopée de Kaiba qui va chercher cette fille dans un univers vaste et différentes planètes. Tout ça en étant lui aussi poursuivi. Kaiba est le deuxième animé de Yuasa que je vous conseille vraiment de voir. C'est juste magnifique visuellement, et c'est visuellement plus propre et plus abouti que Mind Game dans son style de ligne brute, avec dès le début des plans dingues avec la caméra, comme il sait le faire. Et malgré ses chara-design assez mignons, l'animé est hyper mature, que ce soit dans sa façon d'imager la violence et de la styliser grâce aux couleurs. L'animé est aussi mature dans les thèmes qu'il explore, comme le plus gros, le capitalisme. On parle d'une société où il y a d'énormes différences de vie entre la classe pauvre et la classe riche,
où l'État met en place des lois que certains riches ne respectent techniquement pas. Combiner tout ça à ces chara-design enfantins, ça rend tous ces thèmes visuellement encore plus tristes. Et c'est ça qui fera le succès de la série. Yuasa est dans un bon run. Entre Kemonozume et Kaiba, les succès critiques s'enchaînent. Madhouse est un bon environnement pour lui, il est artistiquement stimulé et libre. Et ils savent lui offrir des bonnes opportunités et le mettre sur des projets qui le fera briller. Et ça tombe bien parce qu'après la fin de Kaiba, Madhouse a eu les droits d'adaptation d'un livre qui est parfaitement taillé pour Yuasa. Dans cette histoire, on suit un étudiant sans nom. Oui, sur internet, si vous tapez Watashi et Tatami Galaxy, c'est le nom de l'anime, vous trouverez sa photo. Mais Watashi, ça veut littéralement juste dire moi ou je. Alors, je vais l'appeler Watashi pour que vous perdiez pas dans le résumé, mais retenez bien que c'est pas son nom. Watashi est en dernière année à l'université, et on le suit pendant qu'il prend une décision importante pour lui. Quel club choisir? Et chaque décision de notre personnage principal nous sera montrée. Chaque nouvel épisode est un nouvel univers parallèle. On découvre quelle vie il mènera en fonction du club qu'il choisit. Les rencontres qu'il fera, amicales ou romantiques, tout ça repose sur le choix d'un club. On est sur un rythme assez différent dans cet animé. C'est rapide, l'anime fait 11 épisodes, et vraiment on a l'impression qu'il dure moins longtemps grâce à ça. Le rythme est plus une qualité ici. Si l'anime avait été plus lent, les aventures de Watashi n'auraient pas pu se développer en 20 minutes. Là où, quand tout est très rapide, on a aussi des réponses à toutes nos questions à chaque fin d'épisode. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on a un protagoniste qui est pas exempt de tout défaut. Il est dans cette zone grise entre le mec agaçant et celui que t'as envie d'encourager. C'est visuellement mon animé préféré de Yuasa. On retrouve ce beau jeu de couleurs dans l'animé, avec des moments où tout est coloré sauf nos personnages. Et le sujet de l'animé est universel. Yuasa vient parler des doutes. Et à trop douter, on finit souvent à faire le choix du non-choix. En 2010, il travaille un moment pour Ankama Japon, filiale du studio français Ankama, que vous connaissez peut-être pour Dofus et Wakfu. Ça va avoir son importance, parce qu'en travaillant pour Ankama, il va apprendre à animer sur PC. Oui, Yuasa jusqu'en 2010, il fait les choses à l'ancienne. C'est en travaillant pour Ankama qu'il va découvrir Adobe Animate. Et en plus de l'animation, Yuasa va voir que Ankama, studio d'un petit pays comme la France, a réussi à s'implanter au Japon et que tous leurs employés viennent des quatre coins de l'Europe. Et lui aussi, il a envie de travailler sur des projets d'animation, peu importe d'où ils viennent. Donc après des années à travailler pour différents studios, en février 2013, Yuasa lance le sien, où il pourra produire ses projets qui lui ressemblent. Et ce studio, vous le connaissez peut-être, c'est Science Sao, fondé par lui-même et son bras droit, Choi Yeon-young. Le studio s'installe dans une maison qui convertit son bureau, et ils agrandissent l'équipe, passant de 2 personnes à 5. Et l'occasion de travailler sur des projets internationaux va très vite arriver. Le studio est engagé pour travailler sur un épisode d'Adventure Time, avec Yuasa en tant que réalisateur. La même année, il commence la réalisation d'une histoire de Taiyo Matsumoto, le manga Ping Pong. Et pour ce projet, Yuasa, le mec qui sait pas dormir apparemment, il écrit le script et dessine les storyboards de tous les épisodes. Vous commencez à comprendre que quand il s'implique sur un projet, c'est toujours à 100%. Même si ici, Sion Saru s'occupe juste de l'animation du projet, ils ne le produisent pas. Ping Pong, c'est un animé de sport où on suit des prodiges du ping-pong. Alors, je sais, vous vous dites, encore un animé de sport où on suit des prodiges parfaits qui ne perdent jamais, blablabla. Je sais que vous avez vu Blue Lock, Hachi 21, Slam Dunk, et c'est vrai que c'est pas si innovateur que ça. Mais la principale différence, c'est que ces 3 animés, ils adaptent des sports qui sont déjà cool dans la vraie vie. Là où le ping-pong... Et pourtant, ils ont réussi à rendre ça intéressant. Et grâce à ça, Science Saru commence à se faire une place dans le monde de l'animation. Mais il reste un step à passer pour Yuasa. C'est en 2016 qu'ils commencent à travailler sur leur plus gros projet, un film. C'est un peu les premières briques du studio, faire un film, et pour la première fois pour Yuasa, créer une histoire originale, qui ne vient pas d'un livre ou d'un manga. Et c'est seulement en 16 mois qu'il le réalise, Lou et l'île aux sirènes. Le film nous raconte l'histoire de Kai, un ado qui vit avec son père et son grand-père dans une petite ville de pêcheurs. Et Kai, même s'il a l'air assez apathique, il a une passion, c'est la musique. Et cette passion, il la partage avec ses amis de classe. Et tous les 3 vont monter un groupe. Mais Kai est pas chaud. Mais il décide quand même de les accompagner à l'une de leurs répétitions qui se passe dans une île proche du village. Vu que c'est un village de pêcheurs, il y a pas mal de légendes sur l'existence des sirènes, qui sont attirées par la musique et dévorent les hommes. Et c'est pendant la répétition du groupe que Lou, une sirène, apparaît, qui grâce à la musique, change sa queue en jambe, et qui va finir par chanter et danser avec le groupe. En découvrant ça, il se lie d'amitié avec Lou, surtout Kai, et ils comprennent bien que tout ce qu'on raconte sur les sirènes est faux. Mais maintenant qu'elle fait partie du groupe d'amis, il faut qu'il la protège des gens du village, qui voudront l'exploiter ou la tuer. C'est le film le plus vibrant de sa filmographie, et aussi le plus accessible. Si vous avez jamais regardé une œuvre de Yuasa, ce film vous aide à vous familiariser avec son style visuel, tout en vous offrant une belle histoire. Le film a un côté Ghibli, dans son utilisation du fantastique pour raconter une histoire sur la société et les relations humaines. Mélanger aussi de l'animation de Yuasa, ça rend le film magnifique. En plus des sujets qu'il aborde, comme l'expression de soi, le capitalisme, le pardon, et surtout il voulait montrer aux jeunes japonais qu'ils ne devaient pas avoir honte d'être eux-mêmes, et que peu importe leur passion, ils doivent se donner le droit de rêver. Et ce qui est fou, c'est qu'il a fait ce film tout en travaillant sur un autre film durant la production, adapté celui-ci d'un roman de l'auteur de Tatami Galaxy,
le film The Nighty Short Walk On Girl. C'est pas la première fois qu'on propose à Yuasa d'adapter cette histoire. En 2010, pendant la production de Tatami Galaxy, on lui avait proposé de travailler en même temps sur l'adaptation du roman, mais dû à des problèmes d'emploi du temps, ça n'a pas pu se faire. Mais l'auteur avait adoré l'adaptation de Yuasa, donc une fois son studio ouvert, il voulait que ce soit lui et personne d'autre qui l'adapte. Dans le film, on suit une jeune fille qui, là aussi, n'a pas de nom, qui décide pendant un mariage de profiter de la vie à 100% à partir d'aujourd'hui, et qui va explorer tous les recoins de la ville en une soirée, et rencontrer plein de personnages différents. Elle va faire la fête avec eux, s'amuser, boire, les aider, tout ça en une seule nuit. Et en parallèle, il y a un garçon qui va la suivre, car il est amoureux d'elle. Mais lui va se retrouver dans des situations de pire en pire toute la soirée. C'est un film qui est dur à résumer sans spoiler, mais c'est vraiment un voyage dans une soirée qui a l'air de durer des jours. Entre moments fantastiques, jeux, épreuves cartoonesque. Le film mérite que vous le regardiez, déjà parce que c'est mon préféré, et que le film est juste trop fun à regarder. C'est un enchaînement de plein de péripéties, et on retrouve nos personnages de Tatami Galaxy dans les chara-design, mais techniquement, ce ne sont pas les mêmes. Et en parlant de personnages, on peut voir les héros de Lou et l'île aux sirènes dans le film, que le studio a glissé juste là. Et à leur sortie, les deux films sont des succès critiques, et gagnent prix sur prix. Pour Lou et l'île des sirènes, ils gagnent le prix du meilleur film d'animation international à Annecy et au Fantasia Festival, l'Ofoshinoburo Award et le Grand Prix du Japan Media Art Festival. Pour Nighty Short Walk On Girl, il gagne le prix du meilleur film d'animation au Festival d'animation d'Ottawa et le prix de film d'animation de l'année au 41e Japan Academy Prize. Tout ça pour deux films sortis la même année. Une dictature, on croirait Kendrick aux Grammys. Ramener plein de prix à la maison pour le studio, c'est ça qui lui donne de la renommée. Mais je vous rappelle que le but de Yuasa avec Science Saru, c'est de faire voir son travail au monde entier. Et grâce à sa prochaine réalisation, c'est exactement ce qu'il va faire. 2018. Yuasa vient de sortir de deux gros films et il est prêt à sortir sa nouvelle série. Mais quoi faire? Écrire une histoire originale ou une adaptation? La réponse va lui être offerte par Netflix, qui vient d'avoir les droits pour adapter un classique du manga, Devilman de Go Nagai. Si vous voyez pas qui est Go Nagai, on lui doit l'existence de Goldorak. Yuasa est super hype par le projet, mais il veut faire sa version de Devilman, et avec une histoire qui intègre aussi bien le sexe et la violence, sans se faire censurer comme le manga à sa sortie. Il veut faire sa version de l'histoire, Devilman Crybaby. On suit Akira, un lycéen qui est faible physiquement et très sensible émotionnellement. Il a l'alarme facile, il vit chez son ami d'enfance Miki, dû à plusieurs événements que je ne spoilerai pas. Et un jour, il retombe sur un autre ami d'enfance, Ryo, qui était parti aux États-Unis un moment. Lors de leur retrouvaille, il révèle à Akira que les démons existent et qui se sont infiltrés dans la société humaine en fusionnant avec des hommes. Et pour fêter son retour, il amène à un sabbat, le nom donné au rave underground, où drogue, sexe sont de la partie, et aussi des démons, enfin un démon qui fusionnera avec notre petit Akira pour créer Devilman. Je vais pas trop en dire sur cet animé pour la simple et bonne raison que dans le futur j'en ferai une vidéo complète. Mais mon dieu, tout ce que je peux dire c'est que jusqu'à aujourd'hui les derniers épisodes je m'en remets pas. Il y a tellement de rebondissements, de trahisons ici et là. Le bail c'est une telenovela. Et bien que certains qualifient Devilman Crybaby et je cite l'animé le plus dégoûtant, c'est grâce à lui que Yuasa va réussir à avoir une portée internationale. Que ce soit grâce à son body horror, son style de dessin, la scène du sabbat qui tournait en boucle sur Twitter, fallait être là, l'animé a marqué 2018. Et Vulture l'élira même le meilleur animé japonais de la décennie. Et après ça, les succès s'enchaînent pour Yuasa, comme avec son prochain film, Rajar Wave. Une histoire originale basée sur le scénario de Reiko Yoshida. C'est l'histoire d'Inaka, une surfeuse qui vient de déménager dans la ville où elle a grandi, ville qui est proche de la mer, parfaite pour elle qui est surfeuse. Et un jour, un incident arrive à cause de jeunes qui lancent des feux d'artifice sur le bâtiment où elle habite. Mais heureusement, elle est sauvée par Minato, un pompier. Après l'incident, ils vont commencer à sortir ensemble. Lui, un pompier qui combat les flammes, et elle, une surfeuse qui domine les mers. Ils vont partager des moments de joie ensemble, et surtout leur passion, comme le surf qu'elle lui apprend. Mais un jour, lorsque Minato part surfer seul, en tentant de sauver quelqu'un, il perd la vie. Et tout le film va traiter du sujet du deuil, avec un côté magique, car l'esprit de Minato vit encore sous la forme de l'eau. Un succès, des prix en veux-tu en voilà. Passer de l'animé le plus dégoûtant à une belle romance au thème adulte, c'est la force de Yuasa. On sait jamais sur quel terrain il va s'aventurer. En 2020, il poursuit avec la réalisation de deux séries. Une adaptation d'un manga, Ezoken, pas touche à nos animés, et une autre d'un roman, Japan Things 2020, qui sont tous les deux des très bons animés. Surtout Japan Things où on est plongé dans un vrai drame humain et écologique. Alors, j'ai survolé ces deux animés car l'événement le plus important en 2020 pour Science Saru, c'est Yuasa qui décide de céder sa place de directeur et de président du studio. Après 7 longues années à travailler d'arrache-pied pour faire de Science Saru un grand studio, il y est arrivé. Déjà par la production de ses propres films et séries, mais aussi grâce au fait qu'il n'hésite pas à prendre des projets ambitieux et laisse de la liberté créative à ses équipes. Et récemment, Science Saru est devenu encore plus gros grâce à l'acquisition de gros animés comme Dan Dan Dan. Et pour le remplacer à la tête du studio, il place son bras droit, Eun Young Choi, qui l'a suivi pendant des années et qui a toujours cru en lui. Bien qu'il soit plus le président de Science Saru, il travaille toujours avec eux pour ses projets, comme pour son dernier film, une comédie musicale dramatique, Inuo. Science Saru, c'est son studio pour toujours, une partie de lui-même.
Yuasa est un artiste spécial, que ce soit dans sa façon d'utiliser les couleurs dans ses films, ce côté fou et hyperactif dans ses réalisations, il a une approche assez particulière dans les projets qu'il choisit de réaliser. Et il n'hésite pas à faire des œuvres très expérimentales. Il le sait qu'elles ne seront jamais mainstream, mais il y aura toujours une partie de la communauté qui les appréciera. Pour lui, s'il fait un truc intéressant et qu'il le partage, peu importe ce que c'est, ça trouvera son public. Les travaux de Yuasa sont tous nés de sa passion, son amour pour l'animation. Même après des années, il sait qu'il a encore beaucoup à apporter au monde de l'animation. Tout ce qu'il a à faire, c'est continuer d'être lui-même.